Bienvenue à tous sur Tempo Afrique TV. Nous sommes en direct sur l'émission Inside Afrique de ce jour, vendredi 1er novembre 2019. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir depuis notre studio de Washington, D.C., l'ancien ministre Houdou Ali, actuel secrétaire général et porte-parole de la Fondation Mathieu Kérékou pour la paix, l'unité et le développement, et président du Parti socialiste du Bénin. Monsieur Houdou Ali fut ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs dans les années 1988 et ministre de l'Information et des Communications dans les années 1984 sous le régime du général Mathieu Kérékou. Je vous prie de recevoir avec moi sur le plateau de Tempo Afrique TV le ministre Houdou Ali, l'esclave du Dieu unique et serviteur du peuple, pour un entretien exclusif où nous allons débattre des thématiques suivantes. Déguerpissement forcé de la résidence des Filao, ni plus ni moins qu'un plan visant à effacer le président Mathieu Kérékou de la conscience collective. Ensuite, nous allons parler du processus de la révision de la Constitution en téléchargement dans un hémicycle très controversé plutôt, et nous allons aussi parler de la loi d'amnistie. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci, monsieur le journaliste. Avoir cette manière et cette volonté du pouvoir talon de vouloir détruire la résidence des Filao du général Mathieu Kérékou, il est difficile de croire à autre chose qu'une opération d'humiliation de la mémoire du président Kérékou et de son effacement de la conscience collective 4 ans seulement après son décès. Tout semble être fait pour humilier, mais surtout de façon méchante, quand on sait que le général Mathieu Kérékou n'a pas une autre résidence connue à Cotonou. Et certains de ses enfants, en l'occurrence, 3 y vivent en permanence dans cette résidence. En dehors des effets de l'ex-président, 3 enfants et leurs familles peuvent se retrouver sans abri à la rue à cause de la seule volonté du gouvernement. Ce n'est donc ni plus ni moins qu'un plan d'humiliation de la famille, c'est-à-dire effacer Kérékou de la mémoire collective. Que pensez-vous, monsieur le ministre Houdou Ali, vous qui avez côtoyé pour plusieurs années le général? Vous avez la parole. Merci de nous donner l'occasion, au niveau de la Fondation Mathieu Kérékou pour la paix, l'unité et le développement, de pouvoir exprimer nos sentiments qui vraiment sont des plus tristes, de savoir que cet homme qui a tout donné à son peuple, à sa nation, à son pays, puisse être traité de la sorte. Et je voudrais dire, la parole de Dieu peut ici encore s'avérer vrai. Nul n'est prophète chez soi, on peut dire, parce que ce que représente le président Mathieu Kérékou, même à l'étranger, avant de venir à l'intérieur, il faut le souligner. Et je voulais qu'on appelle, saisir cette occasion, l'anecdote que le ministre Kessere Tchala, qu'on appelle, m'a raconté. Vous savez, ce ministre est un grand expert dans son domaine, et donc en tant que docteur, médecin et chirurgien. Et il m'a révélé ceci, que lui, il était en train donc, de traiter un patient qui fait partie des dignitaires de la communauté juive de France. Et l'intéressé lui dit, mais est-ce que vous connaissez le président Mathieu Kérékou? Il dit, oui, mais non seulement je le connais comme président, mais on est de la même région. Il dit, alors là, il te fait ce qu'on appelle une recommandation. Si vous ne faites rien à cet homme avant qu'il ne meure, votre nation va pécher. Ouais.
pas péché que nous, on est prêts à juifs. Le sacrifice qu'il a fait avec l'humilité et la modestie pour sauver la paix dans son pays, eux, ils sont prêts qu'on appelle, pour pouvoir porter ce qu'on appelle le nom du président Kérékou pour le proposer pour une nouvelle la paix. Voilà, à l'extérieur, comment est perçu le personnage. Alors, que ce soit chez lui qu'un président a un exercice. D'abord, vous voyez ce livre-là. Ce livre-là, c'est réalisé par un journaliste éditeur nigérien, fait à son âme. Montrez ça encore bien haut, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Voilà. Intitulé Notre ami Kérékou. Est-ce que vous ne serez pas surpris de savoir que 3 présidents sollicités pour témoigner, à savoir le président du Niger, qu'on appelle Issoufou Mamadou, oui, le président du Togo et le président béninois, les 2 ont témoigné. Notre président a refusé de témoigner. Malgré toutes les... Oui, je le dis aujourd'hui publiquement. On a fait toutes les courses. À cause de lui, à cause de son témoignage, on a reporté par 2 fois la sortie du livre. Mais rien n'y fit. Alors... Vous parlez de quel président? L'actuel président? Le président Taron. Le président Taron. Monsieur le ministre, ça c'est quand même une révélation extrêmement importante. C'est très grave, c'est extrêmement important. Et nous... Très important. Le témoignage est là du président Issoufou Mamadou qui dit qu'il témoigne pour ce grand homme qu'il a fait libérer. Lorsqu'il était en prison en tant qu'opposant, il a envoyé le premier ministre Mbeki pour le libérer. Je vous dis que le président Issoufou Mamadou a acheté 1000 exemplaires de ce livre pour qu'on partage cela à la jeunesse béninoise. Le président du Togo a fait un témoignage poignant. Mais le président de notre pays, le président Talon, malgré toutes les courses qu'on a fait dans sa direction, malgré le report que nous avons fait, n'a pas témoigné. Donc, son témoignage n'est pas dans ce livre-là. Et c'est grave. C'est du gravissime, je ne peux pas croire. Nous ne pouvons pas croire ce que vous dites. Ah oui, je le dis parce que je le dis avec des preuves, avec des témoignages. Ceux qui ont fait ce qu'on appelle les va-et-vient au palais. Et on a dit qu'on est en train de préparer le témoignage jusqu'à ce que le livre... J'ai fait une conférence de presse pour dire que c'est à cause de lui qu'on a reporté la sortie du livre. Mais le livre est sorti sans le témoignage du président de son propre pays. Alors, quand vient s'ajouter aujourd'hui ce qu'on appelle déguerpissement, qu'on appelle cavalier intempestif, alors je crains fort qu'il n'y ait pas donc, de problème de personne dans cette affaire. Je crains fort. C'est ça. Alors, c'est ça. On fait quand même un État qui doit se mettre au-dessus de la mêlée. Absolument. Même s'il y a entre lui et le président Kérékou, aujourd'hui, il est le père de la nation. Il doit faire un effort. On espère que c'est un problème de communication qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire. Parce que c'est la méthode du régime actuel. Il ne communique pas avec son peuple. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les Filao? Peut-être qu'il veut faire la même chose que nous voulons, on ne sait pas. Et comme il n'y a pas de communication, et que c'est un régime qui ignore l'article 2, donc il y a de nos constitutions, que le pouvoir chez nous, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Prennent des décisions sans concertation et ça tombe comme un coup de près sur la tête du peuple. Peut-être qu'il veut faire rendre hommage, on le souhaite. Mais si d'aventure c'était autre chose, alors le peuple béninois tout entier, celui qui a connu l'homme pendant 30 ans d'exercice et qu'on appelle le pouvoir, celui qui est le père, donc disons, fondateur de la conférence nationale, qui a fait la grandeur de notre nation, et que ce peuple-là ne dira pas autre chose qu'il n'est pas d'accord. On traite la mémoire du président Kérékou de cette façon. C'est ça. Il faut le tenir. Et c'est cela. Voilà quelqu'un qui a dirigé pendant 30 ans. Il aurait pu, comme certains, à moins d'un an, ont acquis les biens de l'État. Il a refusé, malgré toutes les conditions qui ont été créées, pour qu'il devienne propriétaire privé de cette maison. Mais dans sa grandeur, le détachement aux choses matérielles de cette terre, l'homme est parti sans faire ses formalités. Parce qu'il est venu pour servir et non pour se servir.
C'est ça. Un tel homme, il y a une manière de le traiter. C'est vrai. Un tel homme, il doit rester un exemple pour nous tous. Et cela, nous devons saisir l'occasion de cette affaire de décaissement pour rétablir le président Kérékou dans sa place. Et celle d'un grand homme qui a servi son peuple, sa nation et qu'on appelle son pays. Merci, monsieur le ministre. Vraiment, cette révélation, connaissant le général Mathieu Kérékou et connaissant l'homme qui représente aujourd'hui un symbole, et cette révélation autour de son livre et à vous entendre personnellement, je suis sorti, je ne peux pas croire. Nous allons revenir sur cet aspect. Il existe, heureusement que le livre existe et qu'on va voir toutes les personnalités politiques de notre pays ont témoigné sur la grandeur de l'homme. Mais le président en exercice de notre pays, au moment où le livre est sorti, n'a pas eu le temps qu'on appelle d'accomplir ce geste de témoignage à son prédécesseur. Et pas n'importe qui. Celui-là qui a ouvert la grande voie pour la démocratie au Bénin, pour ne pas dire dans nos sous-régions. D'accord, monsieur le ministre, merci pour ce témoignage et cette révélation. Et aussi, malgré la démarche des fils du général qui ont entrepris maintes démarches pour amener le gouvernement à revenir sur sa décision, cette sommation vient renchérir une lettre du directeur du cabinet militaire du chef de l'État adressée à Montan Kérékou, représentant des enfants Kérékou, apparaît comme une provocation et confirme cette volonté du gouvernement de vouloir faire disparaître en fumée toute trace de ce grand homme d'État que fut le général Mathieu Kérékou. Réagissez rapidement par rapport à ça. Cet effort sera vain. Cet effort sera vain parce que voilà l'homme, le seul, le premier qui a sorti notre pays de l'instabilité politique. Avant le président Kérékou, même sous le colonialisme, aucun régime n'a fait 2 ans qu'on appelle au pouvoir, plus de 2 ans au pouvoir. Il est le premier à venir donner une stabilité de près de 18 ans qu'on appelle à notre pays. Qui peut dire mieux? Il est celui qui a établi et consolidé l'unité nationale pour que un fils qu'on appelle de Gouémé puisse être élu à Tumutumi dans le fin fond de la Takora parce que l'unité nationale était une réalité. Pour être élu comme conseiller, comme député, on ne vous demandait pas quelle est votre région. On voyait vos aptitudes au sein de la population et comment vous adhérez qu'on appelle aux aspirations, donc qu'on appelle du peuple, et vous devenez qu'on appelle le représentant du peuple. Et cette unité a été consolidée. N'eût été cette unité consolidée, la conférence nationale n'allait pas se passer, c'est terminé comme ça. On a vu ailleurs, ceux qui ont voulu nous imiter, comment ça s'est terminé. Ça. Il y a eu là-bas aussi des monseigneurs. Et pourtant, il y a des monseigneurs qui ont fui pour oublier le sultan dans la maison. Pourquoi? Parce que l'homme, en dehors de tout, était un homme spécial, un homme de cœur, un homme qu'on appelle de paix. Vous savez que le président Mathieu Kérékou a laissé le pouvoir successivement 3 fois pour montrer qu'il ne s'attache pas au pouvoir, il s'attache à l'amour de son peuple. Et comme le dit le professeur l'histoire Hiroko, il dit que Kérékou aime le pouvoir, mais le pouvoir aussi l'aime. Mais en fait, cela veut dire quoi? Que cet homme a été accepté par son peuple à cause de sa modestie, à cause de ce qu'on appelle de son humilité. Alors, il a fait le sacrifice qu'on appelle le fondement sacrificiel, et donc pour la paix, par son humilité. Voilà quelqu'un qui met en déroute les mercenaires et qui demande pardon à son peuple. Vous voyez ce qu'on appelle la dialectique dans la personnalité de ce peuple. Il met en déroute des mercenaires armés jusqu'aux dents, mais devant toute la conférence, l'âme aux yeux, il demande pardon. Parce que c'est son peuple. Lorsqu'on le lapide en pleine rue, les gardes corps veulent tirer, dit non, on ne peut pas faire. Ne tirez pas. Il est conscient que son peuple souffre.
son peuple souffre, lui-même souffre en réalité. Absolument. Et lorsque, pour les élections de 1991, qu'en vérité, les pays ont gagné ce qu'on appelle les élections, et qu'on appelle la délégation à laquelle donc moi j'appartenais, a quitté donc le septentrion. Vous dites, mais monsieur le président, vous avez gagné l'élection. Pourquoi vous voulez laisser le pouvoir? Il dit non. Je vais garder le pouvoir, pourquoi? Je n'ai pas de quoi payer les salaires. Je peux tirer sur les gens. Est-ce que c'est une solution? Laissez-le prendre le pouvoir. Un grand homme. Grand homme. Un grand homme. Donc à la conférence nationale, pendant la transition, il a laissé le pouvoir, puisque le premier ministre était vraiment le premier détenteur. Il voit les élections, certains disent qu'il a gagné, mais pour la paix, il dit non. Et vous savez dans quelles conditions son prédécesseur a fait le pouvoir? Conditions de santé. Il pouvait prendre prétexte pour dire mon successeur est qu'on appelle est malade. Mais il a accédé. Il fait les deux mandats. Et malgré les sirènes, les zélateurs et les griots qui ont fait dire non, moi je ne suis pas venu pour violer ma constitution, la constitution de mon peuple. Je ne ferai pas une révision de la constitution. Voilà l'homme. Et cet homme-là, on ne peut pas le traiter comme on appelle cela se doit. Je dis voilà les impressions données au ministre Chala par un dignitaire de la communauté juive de France pour voir quelle est l'image de cet homme, même à l'étranger. Et c'est cet homme-là, on vient le dire, de dégager ses effets personnels. Une maison qu'il aurait pu acquérir, même par simple signature, sans verser un seul sou. Mais l'homme étant dans un détachement total de choses qu'on appelle de choses matérielles, il a fait ça. Le journaliste personne Nambé aussi, c'est humoriste, a fait sortir un livre sur Kérékou. Ils ont cherché partout avec son collaborateur français si le président Kérékou avait un compte à l'étranger. Il n'a pas trouvé. C'est ça. Alors, ses pères, on sait ce que en Afrique, comment vivent ses pères. Ils ont cherché un compte bancaire portant le nom de Kérékou à l'étranger, il n'y en a pas. C'est ça. Voilà dans quel détachement il a servi son peuple pendant 30 ans de vie. Au moins. Voilà. J'ai un souvenir du général avant d'aborder la seconde question. C'était en 2004 où j'étais le président de l'association des Béninois ici aux États-Unis. Donc, le général Mathieu Kérékou m'a fait l'honneur de me recevoir. Et non seulement, quand à la fin de l'audience, le général me disait, « Monsieur Aruna, mais j'espère que vous n'avez pas la nationalité américaine. Nous avons vraiment besoin de vous. Soyez fiers. » Je vous assure tout que j'étais ému. J'étais ému et par-dessus le marché, le général qui me fait l'honneur de m'accompagner jusqu'à ma voiture. Vraiment un grand nationaliste et quelqu'un d'humble, de modeste. Mais avant de clore ce chapitre, pour aller vous savez ce qu'a été l'agression du 16 janvier. Vous savez ce qu'on en a dit sur les supposés auteurs. Mais dès que les conditions sont créées, le président Mathieu Kérékou a nommé le président Sissou, à son âme, comme son conseiller spécial au palais. Ah oui. Pour montrer que l'homme, c'est les intérêts de la nation. L'homme, c'est l'intérêt général. Donc, alors que le gars était venu bien pour le tuer et renverser son régime. Mais sa hauteur sur les choses qu'on appelle la terre, on fait que successivement, il a nommé qu'on appelle le président Zissou parce qu'il sait que c'est son aîné et qu'il a beaucoup à apprendre auprès de lui. Il a nommé qu'on appelle le compagnon de Dr Zissou, qu'on appelle notre doyen Pognon, conseiller spécial pour montrer que c'est la nation qui compte. Ce n'est pas les individus et les intérêts personnels et privés. Merci. Merci beaucoup. Et la seconde question, elle est extrêmement pertinente, c'est une problématique. Les impôts de cette résidence ont été régulièrement payés en quoi certaines sources. Et si c'est le cas, pourquoi l'État continue de percevoir les impôts sur cet immeuble et en même temps continue de déclarer qu'il s'agit d'un domaine de l'État?
Ça, c'est un paradoxe. Réagissez, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Les informations que j'ai reçues et de sources qu'on appelle, comme on le dit, auprès de l'ancien directeur général des domaines, Saka Georges, un des proches compagnons pendant toute une période, le président Chef Fagoum, toutes les conditions étaient réunies, créées entre le Bénin et l'État de Niger, qui sont les propriétaires de ces immeubles-là, pour qu'ils puissent, dans les normes et dans la forme juridique, acquérir. Mais l'homme a refusé pour montrer toujours cette hauteur dans le détachement aux choses matérielles. Donc, sinon, effectivement, toutes les conditions étaient créées pour que seulement, c'est pourquoi ça a créé le doute. Est-ce que c'est une propriété qu'on appelle privée désormais, ou bien c'est une propriété publique? On retiendra encore que là encore il a laissé un message. On ne vient pas, on appelle à la tête de nation pour se servir, pour servir le peuple. Monsieur le ministre, en votre qualité de secrétaire général et porte-parole de la Fondation MK, comment vous comptez dissuader le pouvoir à surseoir à ce projet très controversé qui divisera davantage le pays? Oui, vous savez, on a déjà fait 2 sorties médiatiques à conférence de presse pour attirer l'attention sur une telle, disons, dérive. C'est ça. On a toujours dit non, ce n'est pas vrai, c'est des rumeurs. Aujourd'hui, avec l'acte de l'huissier, on ne peut plus dire que c'est des rumeurs. C'est ça. Et avec la déclaration qu'on appelle, que je n'ai pas mon menu, du directeur du cabinet militaire, on ne peut plus dire que c'est des rumeurs. C'est vrai. Nous attendons, parce que nous sommes déjà mobilisés. Nous avons déjà créé un forum, Filao, héritage, mémoire nationale, pour montrer que c'est une affaire, pas une affaire de M. Kérékou ni de sa famille. C'est une affaire de peuple, de la mémoire de son combat. Un combat mené et dirigé sous la route qu'on appelle la direction de cet homme pendant des années. Combat qui a ouvert des perspectives nouvelles à notre pays et que tout le monde cite comme un exemple. Donc, nous sommes en train de mettre actuellement un groupe de travail qui va préparer donc qu'on appelle une pétition. La pétition, une fois adoptée par le forum, sera l'objet de signature dans tous les villages de Bénin. Dans tous les villages. Parce que vous savez bien que même si la Constitution le permettait, même il y a une femme qui dit, même si le président Kérékou était assis avec la morve dans la bouche, il sera toujours élu. Donc l'amour entre lui et son peuple est indiscutable. Donc nous allons, si le gouvernement persiste, si c'est vraiment ça, on en espère, parce qu'il manque de communication. Il se peut que pour une fois, le président Talon veut honorer cet homme qu'on appelle, que tout le monde qu'on appelle au Bénin considère comme l'icône de la démocratie, qu'on appelle béninoise. Nous l'espérons. C'est pour lui. C'est tout le peuple béninois qui se mobilisera autour de cette pétition et la suite qui soit rencontrée. Non seulement tout le peuple béninois, la diaspora et les autres pays du monde. Inch'Allah, parce que je vous ai déjà parlé des appréciations de décideurs à travers donc, les propos de ce dignitaire de la communauté juive. C'est clair que beaucoup de gens, je vais vous citer qu'on appelle le cas du président nigérien, qui, en signe de gratitude, qu'on appelle la fait ce que vous avez dit à ce livre-là, parce qu'il dit c'est lui qui l'a fait libérer. En tant qu'opposition, il était en prison quand le président Kérékou a envoyé le premier ministre de l'époque, Mbedi, pour obtenir sa libération et qu'il n'oubliera jamais cet homme de liberté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Absolument. Absolument. Cette option de vouloir détruire la résidence et d'en faire un jardin public
une fois évoqué par le pouvoir talon à l'entame, a reçu une farouche opposition du peuple béninois et de sa diaspora qui ont cependant suggéré au pouvoir talon d'en faire un musée, une bibliothèque, un centre culturel d'éducation ou un monument. Alors, que préconise la Fondation MK pour immortaliser la mémoire du grand artisan de la Conférence nationale des forces vives de la nation que fut le président général Mathieu Kérékou? Merci, monsieur le journaliste. La Fondation Mathieu Kérékou a, disons, qu'on appelle une vision pour immortaliser non seulement donc, le président Kérékou en tant que dirigeant donc, de notre nation, mais immortaliser les acquis de la conférence nationale à travers 3 options. Okay. La première option, c'est qu'il faut un monument, c'est-à-dire une place qu'on appelle, qui porte la marque et le nom et garantit la mémoire. Donc, que la conférence nationale, le siège de la conférence nationale ELM puisse être réhabilité et que là aussi, qu'il y ait un monument de la conférence nationale qui présenterait les 2 icônes de cette qu'on appelle épopée, à savoir les regrettés présidents et Monseigneur de Sousa. C'est ça. Que le rôle qu'ils ont accompli pour le succès de cette conférence à travers la clé et la vertu du consensus qu'on appelle dans la gestion de crise dans notre nation. Nous pensons qu'au niveau de chaque commune, qu'il faut une place du 28 février. C'est ça. Qui au-delà des discours, chacun vient à la conférence nationale. Non. Vous avez vu nos colonisateurs, dans chaque cercle sous-préfecture, il y avait un monument aux morts, ceux qui sont morts pour ce qu'on appelle la première guerre, mais la deuxième guerre, qu'on appelle mondiale, pour la France. Il dit les gens ne sont pas morts. Les gens ont été sauvés de la mort par cette conférence. Parce que n'eût été cette conférence, personne ne saurait comment la crise allait être dénouée dans notre pays si elle devait se régler de manière violente. On a vu la situation qu'on appelle le Congo-Brazzaville, on a vu la situation qu'on appelle la République du Congo. Jusqu'à présent, ça continue. Mais nous avons évité tout ça là à cause de cet homme et de son alter ego qui était donc le regretté Monseigneur de Sousa. Nous pensons donc que la place du 28 février dans chaque commune peut être là pour immortaliser ce qu'on appelle cette victoire de génie du peuple béninois à régler les problèmes les plus graves de manière pacifique. Bon. C'est ça. Et est-ce que vous avez déjà envoyé cette proposition au gouvernement? La Fondation a déjà adressé? Cette proposition est envoyée qu'on appelle depuis l'ancien régime. Qu'on appelle à travers le ministre Dassigri qui était qu'on appelle le ministre de la décentralisation et au palais pour que cette question soit étudiée afin que les communes de Bénin puissent être concertées et accepter de voir comment ils peuvent céder une place chacun qu'on appelle dans sa commune pour ériger la place du 28 février pour immortaliser cet acquis de notre peuple qui est aujourd'hui menacé de toutes parts. Voilà, donc c'est donc depuis ce temps-là que la lutte. Et nous avons été reçus 2 fois. Et on nous a dit non, il y a déjà, sous l'ancien régime, un relevé du Conseil des ministres qui doit faire de PLM et donc un musée de la conférence nationale. Donc, on a toujours cherché ce relevé du Conseil des ministres. Les 2 ministres successifs nous ont reçus, qu'on appelle en tant que ministre chargé de la culture et du patrimoine immatériel. C'est pour dire que la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le passé, personne n'a osé dire qu'il va raser ce qu'on appelle les filao pour en faire un jardin. C'est ça, c'est ça. Donc, mais vous êtes optimiste par rapport à cette... Parce que cette doléance n'aura plus son sens si
le pouvoir en place va droit et en implémentant ce projet de destruction. À quelque chose m'a l'air bon. Aujourd'hui, l'acte, disons, cavalier qui a été posé à travers qu'on appelle l'espoir du ciel, éveille, qu'on appelle tout le peuple, et voir la dimension de la gravité qu'on appelle du problème. Et donc, par ces faits, c'est dans la lutte encore qu'il faut régler qu'on appelle encore cette contradiction. Pas la lutte, dans la lutte. C'est ça, c'est ça. Monsieur Houdou Ali, nous savons, et d'ailleurs plusieurs internautes ont réagi quand nous avons annoncé et que nous allons parler de cette thématique. Et donc, et beaucoup d'internautes vous rendent hommage et vous prient pour vous, pour que vous continuiez ce combat pour vraiment sauvegarder l'héritage de ce grand homme et pour l'immortaliser. Et je pense que nous n'allons pas du tout, on ne va pas se taire et on ne va pas croiser les bras et voir la maison, la maison d'un visionnaire, la maison d'un nationaliste, la maison d'un vrai patriote. Celui par qui aujourd'hui on dit que le Bénin est pratiquement le berceau des conférences nationales en Afrique, celui-là même qui a vécu vraiment une vie modeste, celui-là même qui ne s'est pas vraiment enrichi de façon pas du tout même, et vraiment c'est un exemple, c'est vraiment un symbole et c'est quelque chose à préserver. Et vraiment, nous souhaitons que, et nous espérons que le président Talon va revenir sur cette décision ou cette proposition ou cette envie de vouloir vraiment détruire un symbole. Et je pense que le gouvernement n'ira pas jusqu'à ce point. C'est extrêmement important. On souhaite que le Dieu unique l'éclaire dans sa ancienneté pour que, en tant que père de la nation, il évite encore un autre conflit inutile pour la nation. Ça, c'est très important. Nous allons aborder ainsi la deuxième partie de cette émission. Monsieur le ministre, nous allons, comme je l'ai dit, aborder une seconde thématique de cet entretien qui se trouve être le processus de la révision de la Constitution en téléchargement dans une hémicycle qui a voté ce projet de loi à 100%. Un peu pour répondre yes sir, c'est-à-dire oui en anglais, au président Talon qui a toujours souhaité que des députés votent les lois les yeux fermés. On peut dire alors, monsieur le ministre, que cette fois-ci, le chant de la rupture a eu ses vœux exaucés car les 83 députés du président Talon ont bel et bien voté à 100% avec les yeux très bien bandés pour bien honorer leur contrat. Votre réaction, monsieur le ministre? Oui, quelqu'un a dit, comme pour qu'on appelle faire la mesure des choses, je préfère qu'on appelle 10% de 1 million que 100% de 1 franc. Si c'est une assemblée nationale, donc représentant seulement 23% qui l'utilisent, yes sir, bravo. Mais lui-même sait que même avec ces 24%, et donc aux élections passées, il n'est pas possible qu'il devienne président de la République. Il a fallu que Talon, et qu'on appelle Gabon, lui reverse qu'on appelle ces pourcentages. Parce que Bénin ne devient pas président avec 24%. À plus haute raison, les représentants de toute une nation, de tout un peuple, donc si c'est 24% qui disent yes sir, je pense que la nation n'est pas encore en danger parce qu'il n'a pas le contrôle donc de 115%.
Et c'est ça, nous disons qu'aujourd'hui, ce n'est plus un débat entre le président Talon et les hommes politiques. On a déjà franchi cette étape. Le débat, la contradiction aujourd'hui, c'est entre le président Talon et son peuple. C'est ça. Les partis politiques étant membres intégrants donc, du peuple. Donc, c'est pourquoi, au niveau de notre organisation, nous disons, il faut installer, créer dans les 546 arrondissements des comités de défense des acquis de la conférence nationale. C'est le peuple organisé qui doit maintenant dialoguer. Il a fini son dialogue avec les politiciens. Mais le résultat, voilà ce que ça a couché. Voilà. C'est ce qu'on appelle un parlement de 25% qui dit yes sir. Nous voulons les 100% qui disent yes sir. Et ça ne passera que dans un débat qu'on appelle consensuel, dans un débat non qu'on appelle exclusif, pour que, comme l'a fait le président Kérékou, il puisse, on appelle, retrouver ses amarres avec son peuple. Depuis le 28 février 2019, le débat n'est plus un débat entre les politiciens, c'est un débat entre le peuple qui a plus de 75% à rejeter la gouvernance et le président Talon. Et s'il veut finir, qu'on appelle par la grande porte dans l'histoire de notre pays, il faut qu'il dialogue maintenant avec le peuple. Il a fini son scénario. Qu'on appelle le nouveau scénario commence maintenant. Comment dialogue avec le peuple? L'opposition, par la voix du président Soglo, critique ce projet de loi à travers l'organisation d'élections générales, la loi d'amnistie et le poste d'un vice-président de la République. Elle persiste, c'est-à-dire l'opposition ici, pour dire que l'organisation d'élections générales en 2026 serait une vaste escroquerie. Réagissez rapidement, s'il vous plaît. Non, de toute façon, on ne peut pas avoir raison seul contre tout le peuple, quelles que soient ses bonnes intentions. Il vaut mieux se tromper ensemble avec le peuple que d'avoir raison seul contre le peuple. Je pense que tout ce que le président Talon et son régime sont en train de faire, on peut le faire de manière consensuelle. Toutes les décisions qui ont été prises par ce Parlement illégitime peuvent devenir des décisions légitimes rien que par une démarche consensuelle. C'est ça. Déjà, pour avoir l'esprit de faire des élections non qu'on appelle inclusives, la Constitution actuelle est illégale. Puisque c'est clair, l'esprit de la loi, c'est que la majorité parlementaire doit être représentée par 5 députés et la minorité parlementaire par 4. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité à l'Assemblée, puisque c'est le même son de cloche pour les 80 députés. Donc, l'esprit de la loi, pour la composition du Conseil est déjà duré. Donc, ce qu'on veut faire, si on ne veut pas faire comme jusqu'à présent, jusqu'au boutisme, c'est de créer un comité de crise pour la gestion du fichier électoral pour associer, on appelle ceux qui ne sont pas dans le système avec les entendants. Ce comité qu'on appelle de crise pour la gestion, qu'on appelle consensuel du fichier électoral, peut déjà être un premier pas pour pouvoir savoir qu'on aura des élections crédibles, transparentes et justes. Déjà la composition donc de la poste de pays, qui est la conséquence de la non-participation de l'opposition, qu'on appelle, montre qu'il n'y a pas de perspective heureuse pour les élections qui arrivent. C'est ça. Et c'est pourquoi nous proposons que normalement, qu'il soit créé un comité de crise pour la gestion consensuelle des fichiers électoraux. C'est d'abord ça. Parce que qui dit élection dit qu'on appelle fichier électoral. Tout le reste là, c'est tressé, comme on dit nos mamans au village, qu'on appelle sur le pot. Il faut enlever d'abord les pots avant de tresser, sinon on appelle votre tresse ne va pas durer. C'est obligé d'enlever à force de gratter. Donc, il faut partir
de l'essentiel. Il faut dire A avant de dire B. Le A, c'est déjà la violation que constitue la composition actuelle de la force des pays. C'est ça. Parce que si on ne règle pas ça, tout le reste, on peut le laisser, on appelle s'amuser. On peut dire ça, malheureusement, dans notre pays, on appelle une nation ne s'amuse pas avec une nation. Mais ce qui est grave dans cette logique, c'est que la crise, elle est pluridimensionnelle. Ça dit, c'est trop colossal. Je vois. Vous venez de parler de la problématique de la lépine. Maintenant, il y a déjà, on modifie la Constitution. On modifie la Constitution. On vote et à 100%. Ça dit, le problème, elle est colossale. Comment est-ce que nous pouvons... Monsieur le journaliste, allez-y. Pour une fois crédible dans sa vie, le président de la Cour constitutionnelle doit s'autosaisir de tout cela. Parce que l'article 3 de notre Constitution est clair pour dire qu'une partie du peuple, une fraction du peuple, une composante du peuple, un parti politique du peuple, encore moins un individu ne peut s'arroger la souveraineté nationale. Que le peuple seul, qu'on appelle à l'exercice de la souveraineté nationale. C'est ça. Mais lorsque c'est une fraction du peuple, lorsque c'est 25% qu'on appelle du peuple, on viole déjà ce qu'on appelle la structure de la Constitution. C'est ça. C'est là déjà, ça devait être matière qu'on appelle à réflexion pour le président de la Cour constitutionnelle pour dire non, j'ai toujours suivi cet homme-là, parce que je l'aime beaucoup, mais ici, il faut aimer le peuple et sa constitution. L'article 3 est en contradiction flagrante de tout ce qui se fait là. Tout ce qui est fait par cette Assemblée est en violation qu'on appelle de l'article 3. Et la Constitution est la mère des lois. Donc, toute loi qui ne respecterait pas la mère des lois, c'est une loi qu'on appelle criminelle, carrément criminelle. Absolument. Voilà. Monsieur le ministre, regardez tous ceux qui sont autour du président. Ce que vous et moi, on connaît. Ce que vous et moi, on a, et ensemble, nous avons décrié cela. Ça dit, pourquoi le Béninois, est-ce que c'est un problème, ça dit, du Béninois que nous sommes, est-ce que c'est notre génotype? Parce que ça dépasse, ça transcende, si vous voulez, le réalisme. Ça transcende vraiment et le réflexe positif des hommes. Ce qui se passe au Bénin. Oui, ce qui se passe au Bénin aujourd'hui est la conséquence de l'abêtissement de notre peuple. Et c'est ça qu'il faut, la question primordiale maintenant, c'est redonner à notre peuple la confiance en lui-même. Que notre peuple cesse d'être un peuple en soi pour devenir un peuple pour soi. Pas un peuple qui agit sur la base des sandwichs partagés, sur la 500 francs partagés, mais un peuple qui agit sur la base d'aspirations profondes et qui impose ces aspirations à ceux qui veulent le diriger. Or, l'avènement qu'on appelle lequel on a mis notre peuple permet tout ce qui se passe maintenant. C'est ça. Donc, comme le dit le président Mao Tse-tung, pour redresser une barre de fer perdue, il faut la prendre en sens inverse. Il faut savoir s'arrêter, sinon on va encore obtenir une barre de fer. Il faut d'abord redonner à notre peuple sa dignité en l'organisant sur toute l'étendue du territoire pour qu'il s'exprime en toute connaissance de cause sur chacun des problèmes qui se posent. Il ne faut plus qu'on appelle, il faut cesser cette délégation qu'on appelle du pouvoir aux hommes politiques pour un nouveau départ. Finalement, sur cette question, monsieur le ministre, est-ce que c'est la force de l'argent ou le manque de dignité? Est-ce que c'est la force de l'argent? C'est-à-dire, on tient des personnes qui, fut-elles des professeurs, fut-elles des pères de famille, fut-elles des délinquants, fut-elles des étudiants, des élèves, des agrégés, etc. On est seulement
est seulement guidé par l'intérêt de l'argent, pas le profit. Non, vous voyez, nous sommes arrivés à l'asymptote de la courbe, comme le disent les mathématiciens. Les mathématiciens, arrivés à un certain niveau, la courbe doit retomber. C'est ça. Donc, avec le président Talon, nous sommes arrivés à l'asymptote de la perversion de la politique par l'argent. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, la courbe va tomber. Le peuple l'a démontré à partir du 28 avril que l'argent, on peut acheter des individus, des politiciens, mais on ne peut pas acheter le peuple. Parce que le peuple, lui, on appelle, il est incorruptible. Il s'agit maintenant de ce peuple qui s'est réveillé le 28 avril, l'organiser sur le terrain. Et qu'on cesse les conférences de Cotonou, de Parakou. Non, c'est dans les 546 arrondissements. Il n'y aura pas un seul coup de feu. Et qu'on appelle notre société va changer de base. Notre société va changer de base. Nous l'espérons que votre cri de cœur puisse enfouir le DNA béninois pour qu'on puisse vraiment très rapidement passer à la refondation de ce pays. Nous allons finir par la troisième partie de cet entretien. Monsieur le ministre, le dernier point qui garnit le menu de cet entretien est la loi d'amnistie que d'aucuns ont très tôt décriée comme une loi piège dont l'esprit juridique est de laver les responsables et coupables des tueries des événements de Kadiaou, Kandi, Savé et Tchaourou, où le monde entier a vu des militaires tirer à balles réelles sur des populations aux mains nues et des victimes baignées dans des flots de sang. Votre réaction, monsieur le ministre? Et je pense que j'ai dit depuis mai 1986, j'ai décidé, moi, de ne pas faire la politique sans la crainte de Dieu. Et ça, là, c'est capital pour chacun de nous. Dans la parole de Dieu, dans Genèse, c'est clair, Dieu a dit qu'il redemandera, même à la bête sauvage, l'âme de l'innocent. Même à la sauvage. Si un Dieu dit qu'il ne veut pas respecter, si une panthère, ce qu'on appelle un homme innocent, après raison, lorsqu'un homme tue un homme. La parole de Dieu, c'est clair. Tu ne tueras point. Ça, c'est dans la Bible, ça, les deux références. Dans le Coran, Dieu dit, quiconque a tué un homme a tué l'humanité. Un homme. Quiconque a sauvé un homme a sauvé l'humanité. On ne peut pas s'amuser avec le crime de sang comme on peut s'amuser avec une maison brûlée. Dieu refuse même à l'homme de se suicider parce qu'il ne s'est pas donné lui-même la vie. Ce que tu ne t'es pas donné, toi-même, tu ne peux pas voter. Voilà ce qu'on appelle la logique de Dieu. C'est lui seul qui donne la vie et c'est lui seul qui peut voter. Donc, sur cette base, vous ne pouvez pas. La loi de Moïse dit œil pour œil. La loi de qu'on appelle de Jésus, c'est dit pardonner même 70 fois par jour. Mais dans le Coran qui fait la synthèse, dit œil pour œil, dent pour dent. Mais si vous pardonnez, c'est encore mieux. Votre part se trouve auprès de votre crime. L'assassin ne se pardonne pas. C'est quelqu'un qui le pardonne. Cette loi-là, c'est comme si l'assassin, c'est qu'on appelle, je donne le pardon. C'est contre toute logique. C'est ça. Si ça doit prendre en compte le crime de sang. Le crime de sang peut être pardonné, mais ce n'est pas l'assassin qui va se donner qu'on appelle le pardon. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que la question soit jugée. Après, maintenant, les victimes peuvent pardonner. On peut construire toute une ville détruite. La Première Guerre mondiale, mais est-ce qu'on a pu construire une seule vie qu'on a tuée pendant la Première Guerre mondiale? Une seule vie. Est-ce qu'on a pu reconstituer une seule vie qu'on a tuée pendant la Deuxième Guerre mondiale? On a construit qu'on appelle l'Allemagne. On a construit qu'on appelle l'Europe. Mais quiconque s'amuse avec la vie de l'homme sera condamné et châtié par la loi de Dieu. Monsieur le ministre, dans cette rubrique, vous savez que la justice vient de rendre une ordonnance de non-lieu dans la procédure relative au décès pour donner suite aux violences survenues à l'occasion des élections législatives tenues en avril 2018.
sans l'opposition. Comme vous le savez, les lendemains du vote avaient été ensanglantés avec des morts par balles à Cotonou et à l'intérieur du pays. On peut donc déduire et confirmer que cette loi d'amnistie n'est rien d'autre que l'illustration de ce non-lieu qui justifie la décision de ce juge sur l'absence de projectiles sur les corps des victimes. C'est quand même très curieux. Oui, le journaliste, tout ça là, c'est facile. Un seul conseil des ministres, une seule session qu'on appelle le conseil des ministres, le nouveau régime, fait changer tout, que vous mettez tout ça là en cause. Et c'est pourquoi il faut les gens qu'on appelle ce nombre. C'est ça, on ne parle pas de la raison historique. La raison historique est différente de la raison circonstancielle. J'ai raison parce que je suis fort. Mais et demain, quand tu ne seras pas fort, tu perds la raison. Il vaut mieux avoir la raison historique. Que l'histoire te donne raison, c'est mieux que la force que tu as aujourd'hui te donne raison. Donc, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Je dis, une seule session. Le conseil des ministres d'un nouveau régime peut remettre tout ça là en cause. Donc, l'espoir est prémise. La vérité et la justice triomphent sur notre terre. Merci, monsieur le ministre. Votre mot de fin. Merci. C'est que je veux vraiment que le président Talon puisse, qu'on appelle, remercier son créateur pour tout ce qu'il fait dans cette vie. Et pour ces comportements. Et dans ces comportements, ce qui est important, c'est de vouloir pour son prochain, c'est que tu peux vraiment. Lorsque qu'on appelle, Satan a voulu qu'on appelle perdre, qu'on appelle, disons, séduire, qu'on appelle Jésus, Père, disons de Dieu, celui, il a dit non. Tu aimeras, le premier des commandements, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et un seul Dieu, il n'y aura pas Dieu sur la terre. Et le deuxième commandement, c'est aimer tout. Et le prophète dit il faut vouloir que le président revienne à lui-même et qu'il respecte ces deux commandements. C'est ça. Aimer Dieu, le seul Dieu. Et ensuite, vouloir pour son prochain ce qu'il fait pour nous. Et tous les gouvernements sont revenus à notre vie. Merci beaucoup, le ministre. Je rappelle que aujourd'hui, nous avons reçu le ministre, l'ancien ministre Houdou Ali, qui est aujourd'hui actuel secrétaire général et porte-parole de la Fondation Mathieu Kérékou pour la paix, l'unité et le développement. Aujourd'hui, nous avons débattu de plusieurs thématiques et nous remercions vraiment le ministre Houdou Ali pour vraiment... Merci beaucoup pour partager son expérience et surtout et à côté de notre monument et du chef d'État Mathieu Kérékou. Et nous restons nous resterons à l'écoute par rapport à l'évolution de cette situation. Merci, Merci. Le ministre Houdou Ali d'être notre invité ce soir. Merci beaucoup. Merci.